Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau format, un format podcast sur la taverne d'Imraïl. Le but de ce format, c'est un peu de parler de Tertios, et plus particulièrement des listes, des unités. Voilà, il y a une communauté française qui est en train un peu de se former autour de la règle, donc autant en profiter et un peu partager nos diverses expériences. Alors pour ce premier podcast, je serai seul, mais j'espère pour la prochaine fois pouvoir faire venir d'autres invités, un peu partager nos avis sur la règle, sur la période plus généralement, hein. C'est-à-dire la période qui couvre la Renaissance, la guerre de 30 ans, la guerre civile anglaise, etc., etc. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de diviser ce podcast en 3 temps. Un premier temps, je viendrai un peu décrire, analyser la liste d'armées polonaises qui est présente dans le supplément Kingdom. Il y a 2 suppléments à Tertios. Un premier qui était sorti avec les règles ainsi que les listes, on va dire, des armées occidentales. Puis un deuxième supplément qui était sorti, qu'on appelle Kingdom, qui s'appelle Kingdom, et qui là traite des armées de la guerre civile anglaise, quelques unités génériques qui ont été ajoutées aussi, et plutôt les armées de l'Est. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les Polonais, parce que c'est une liste que je connais bien. Et par la suite, on sera amené à avoir différentes forces en fonction, on pourra faire les impériaux, les protestants, les suédois, les armées ottomanes, etc., etc., en fonction de l'expérience de chacun. Ça va être donc une première partie d'analyse de la liste. Dans une deuxième partie, je vous proposerai une liste que j'ai montée en 1500 points. Voilà, voir un peu sur quoi j'ai reposé cette liste. Et dans une dernière partie, on traitera d'une bataille, la bataille de Kishlam, qui a opposé le 27 septembre 1605 les troupes donc de la République des deux nations, ou qu'on appelle aussi le Commonwealth polono-lituanien, et les troupes de l'armée suédoise, c'est-à-dire Charles IX de Suède, à l'époque. Alors, donc c'est parti, on va se lancer donc dans l'analyse de la liste polonaise. On part donc avec cette liste polonaise. Premièrement, donc on a une restriction, ce qui est une première dans les listes de Tertios, c'est-à-dire que la moitié des régiments de votre armée doit être des régiments de cavalerie. De plus, il y a toujours au moins un régiment qui doit être un régiment de hussards. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre uniquement, on le verra par la suite, de la cavalerie légère, hein, ce qui oblige à avoir un peu une certaine historicité dans la construction de la liste. Et aussi, vous pouvez avoir accès aux Cosaques comme régiment allié. Hein, on verra, il y a une nouvelle notion d'allié, et là, les Cosaques sont alliés des Polonais. Deux petites choses avant de commencer. Il y a une règle spéciale particulière aux Polonais, qui est le Koralchiev, qui en fait consiste à pouvoir unir vos unités dans une très grosse unité, une super unité. En fait, lorsque vous avez par exemple 2 unités de hussards, vous allez pouvoir par exemple les unir et par la suite charger. Et en fait, ainsi vous allez augmenter votre stamina et augmenter aussi votre puissance de charge. Donc ça peut être intéressant, hein, pour faire une grosse unité et aller bam comme ça impacter en particulier l'infanterie et faire des trous plus facilement. C'est une règle spéciale des Polonais et qui est unique vraiment aux Polonais. C'est cette capacité en fait de former un gros bloc. Donc c'est les 2 particularités de l'armée polonaise, à la fois la restriction au niveau des montées et
ce Korachem là, qui est une sorte de groupement en fait, pour faire une super grosse unité. Pardon. Alors, on va donc s'intéresser à l'armée polonaise. On a toujours ce système de régiments. Là, on a différents régiments. On peut avoir, il faut rentrer au minimum 2 régiments d'infanterie. Et ensuite, vous allez pouvoir, en respectant la règle, mettre 2 régiments de piétons. Par exemple, soit des battle groups, soit de l'infanterie. Vous avez aussi accès à une artillerie et à un régiment de dragons. Alors, on va commencer par l'infanterie. L'infanterie. Donc, il y a 4. Vous pouvez, après avoir pris un commandeur, aller chercher jusqu'à 4 escadrons et une compagnie. Il me semble. Non, jusqu'à 2 compagnies. Alors, les batailles, vous avez 2 choix d'infanterie du côté des Polonais. Soit vous prenez c'est ce qu'on appelle un bataillon, c'est-à-dire en fait des mercenaires qui vont former un pike and shot. Donc là, on s'approche plus de l'infanterie qu'on peut retrouver dans les armées occidentales. Soit vous allez avoir aussi des levées. Et là, c'est plus des gens en armes. Voilà. Moi, j'ai peu joué la levée, je dois vous avouer, même si en fait, elle peut être intéressante, puisqu'elle coûte que 50 points. Vous pouvez les équiper avec une meilleure mêlée et un courage, parce que là, quand même, de base, on a un shoot de 2, mêlée 2, donc c'est certainement l'unité la plus faible qu'on peut trouver dans les listes. Mais vous allez pouvoir en mettre énormément. Voilà, pour 200 points, vous avez quand même 4 unités qui vont finalement prendre de la place, plus que vraiment être impactante. Évidemment, si on veut l'améliorer, si on veut y mettre de la discipline, etc., ça va renchérir le coût de cette unité. On va pouvoir monter à une unité plutôt de 75 points si on veut avoir une bonne mêlée, etc., etc. Bon. Moi, je suis plutôt partisan d'aller chercher un bataillon. Pour 100 points, vous pouvez avoir une unité en ajoutant 20 points ou pour la moderniser ou pour mettre une stamina à 5. Vous pouvez avoir une unité qui est quand même pas mal, puisque vous allez avoir quand même un shoot 3 à courte portée et 2 à longue portée, une mêlée de 4, stamina et courage à 4. Moi, je trouve que c'est bien. Ça tient bien ça tient bien quoi, sur le terrain. Et puis vous avez voilà. Moi en général je prends Modernize pour pour 20 points, vous avez un mousquet et un shoot à 4, ce qui est vraiment pas mal, puisque verra par la suite que l'armée polonaise se doit d'avoir une bonne puissance de feu. Et je prends aussi German Mercenary, qui permet en fait d'avoir une discipline de 4 et avoir l'option mercenaire. Alors certes, ça fait que vos troupes soient mercenaires, mais d'un côté, on verra par la suite dans la liste que je vous propose, on peut remédier à ça grâce aux vertus d'un général. Donc voilà, concernant les troupes à pied, donc on peut prendre dans les régiments d'infanterie, c'est 2 choix, bataillon et levée, et moi ma préférence va au bataillon. Attention, je tiens à préciser que la levée, on peut l'équiper d'un tabor, c'est-à-dire d'une forteresse mobile. Je sais pas ce que ça fait, parce que les règles me sont pas parues très claires. Je testerai un jour, parce qu'il faudra le tester. Qu'est-ce que ça fait? Et donc là, on verra qu'est-ce que font les levées. Mais comme ça, à première vue, je pencherai plus pour le bataillon. Autre unité à pied que l'on peut prendre si vous choisissez les autres unités à pied en fait qu'on peut prendre, c'est les battle groups. Et donc dans le battle group, on va retrouver des unités soit de shoot, soit de pickman, soit de mêlée, soit ce qui est le mieux, le Yadouk. Le Yadouk, c'est certainement avec le mousquetaire qui est accessible dans ce supplément Kingdom aux armées françaises et il me semble suédoise aussi et anglaise. C'est la meilleure unité qu'on peut qualifier de moyenne, avec une vitesse de 5, une mêlée de 3, un shoot de 3, une bonne discipline de 3, un courage de 3, une stamina de 3. Alors, on peut les mettre, moi en général, donc là on est à 70 points de base pour une unité, donc il y a mousquet, light et ambush, donc déjà c'est pas mal, on pourra tenir le terrain avec ces unités.
Moi, en général, je leur mets vétéran. Avec pour 10 points de plus, on passe une unité à 80. Et ça permet d'avoir une discipline de 4 et Vanguard. Et Vanguard, ça vous fait en fait un mouvement gratuit au début de la partie. Et donc ça, c'est quand même important. Vous allez voir, les Polonais vont beaucoup reposer sur la cavalerie. Or, la cavalerie peut difficilement aller sur les terrains, sauf pour la légère, et tenir les terrains. Et là, vous avez la meilleure unité pour tenir les terrains, c'est-à-dire les Yadouk. Ils sont là, vous leur mettez Vanguard, et après, vous verrez, on pourra aussi, grâce au général, leur donner des petits bonus qui vont les rendre vraiment, vraiment compliqués à les déloger. C'est des bûcherons, ils sont là pour ça, ils vont couper du bois. Et dans les forêts, je parle de la forêt, mais on pourrait voir tout type de, euh, de terrains difficiles ou accidentés. Ils vont vraiment, vraiment être intéressants de ce point de vue-là. Moi, c'est toujours, pour moi, c'est un must-have. Il faut en prendre dans une liste polonaise, ne serait-ce que parce que déjà, ce sont des belles unités en termes de peinture et de figurines, et puis parce que ils font toujours le travail. Voilà. Et puis même en termes de shoot, avec un discipline 4, un Vanguard, et puis après, vous pouvez aller chercher peut-être pour 10 points de plus, changer les mousquets par des arquebuses. On est quand même une unité qui va valoir toujours 90 points. Et ben, vous allez pouvoir entrer ne serait-ce qu'en tir au moins vous allez pouvoir répondre, je veux dire, face au piquier en face et au pike and shot qu'on vous opposera en termes de tir. Voilà. C'est ce qui peut être toujours agréable. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'unité piéton que je prends toujours parce que voilà, j'aime sortir avec mes Yadouk. Et ils m'ont jamais trahi. Donc ça, c'était tous les piétons qu'on peut avoir. On va maintenant passer à la cavalerie. Et là, en fait, il y a deux types de régiments qu'on peut avoir. Donc, je vous rappelle que vous devez toujours prendre obligatoirement un hussard. Donc, vous avez des heavy hussards et des lèvres-chauvets. Alors, les lèvres-chauvets, c'est la cavalerie légère. On y reviendra par la suite. Mais les heavy hussards, ils se distinguent en 4 différentes unités. Les Ushalka, les Pancherna, les Petorche, et les Leka. Alors, les Ushalka, c'est donc une cavalerie qui va être avec courage 5 et Evilance pour 25 points de plus. En vous rappelant, bien sûr, qu'on est à une unité à 115 points de base, donc qui est quand même assez cher, qui a des bonnes statistiques, avec une mêlée de 4, une discipline de 4, un courage de 4, une stamina de 3. Mais les Ushalka, ça permet quand même de faire passer le courage de 5 et donc de fiabiliser les sauvegardes que vous devrez faire si vous êtes touché. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal, l'Ushalka, avec Evilance en plus. Donc, les Ushalka, ça va être donc une unité qui tank bien et qui est de l'anti-cavalerie. Parce qu'avec la Evilance, dans tous les cas, que vous contrechargiez ou que vous chargiez, vous aurez toujours une increase au combat, quelle que soit l'unité en face de cavalerie. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment en fait de l'anti-cavalerie. Lorsqu'on ne connaît pas trop l'armée, on pense que les hussards ailés sont là pour en fait aller taper dans l'infanterie, mais en fait pas du tout. Hein. Ceux qui sont là pour vraiment taper dans l'infanterie, c'est les Pancherna, hein, et les Ushalka sont plutôt là pour aller taper dans la cavalerie adverse, des gendarmes ou des gendarmes par exemple, ou des reiters, ou la cavalerie moderne. Hein. Par contre, ceux qui vont aller taper dans l'infanterie, c'est les Pancherna. Hein. Les Pancherna qui, eux, ont une mêlée de 5 et une heavy cavalerie pour 10 points de plus. Pour moi, c'est rien. Et eux, vraiment, il va falloir les garder et les envoyer tout droit. Alors, c'est vrai que la heavy cavalerie ne vous permet pas de faire, vous savez, ce petit mouvement gratuit de pivot et de réorientation. Mais, bon, en fait, Pancherna, ça veut dire blindé en polonais. Donc, il faut se mettre à un endroit et vous savez que vous allez les envoyer tout droit. Pour moi, en fait, c'est vraiment la force de frappe. Et il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il y avait beaucoup plus de Pancherna que de Ushalka dans les armées polonaises. Ensuite, on a les Petorche. Les Petorche, donc mêlée 5 et Evilance, c'est un mix entre les deux. Vous avez à la fois la mêlée 5 des Pancherna et à la fois vous avez la Evilance. En fait, c'est un peu bâtard parce que, bon, en fait, c'est de la super anti-cavalerie, meilleure que les Ushalka, mais le courage de 5 fait que vous allez être moins résistant au tir. Parce que il va pas falloir tomber face à du piéton.
Donc, bon, c'est un peu bâtard comme unité. Moi, je l'ai déjà joué, mais en général, je préfère faire un mix entre les Ushalka et les Poncharna. Enfin, vous avez les Leka avec un speed de 8, donc vous augmentez de 1 votre vitesse, et un shoot de 2 pour 5 points de plus. Personnellement, je les joue assez peu. Pourquoi? Parce que je trouve que 115 points pour ça, alors que vous allez avoir la cavalerie légère qui est à 55 points et qui tire aussi bien, juste pour une stamina de plus, franchement, je trouve ça moyen. Moi, voilà, je trouve que ça vaut pas le coup. Autant aller chercher la cavalerie légère que cette cavalerie-là et plutôt conserver nos régiments de cavalerie pour les 3 précédents. À noter qu'on peut rendre l'unité large pour encore 15 points de plus, mais alors là, ça devient des unités qui sont vraiment, vraiment très très chères, mais qui tankent. Voilà. Mais faudra pas la perdre parce que c'est vraiment votre joyau, quoi. Et en règle spéciale, on a le Koragiev, ce que j'ai dit au début du podcast, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des groupes d'unités et faire des sortes de colonnes d'attaque. Voilà. Comment on peut résumer la chose? Des sortes de colonnes d'attaque. Ensuite, on a les Lisocheche, qui sont en fait des cavaleries légères. Donc là, on a une cavalerie légère assez classique, speed de 8, mêlée de 3, shoot de 2, discipline de 2, courage 3, stamina 2. Vous pouvez les faire organize avec une discipline de 3 et donc avoir le Korachiev pour 15 points. Sachant que l'unité de base vaut 55 points. Moi, je pense que c'est des unités qui sont pas mal. Pourquoi? Avec 2 de tir, ça va servir d'écran, ça va servir un peu de flanqueur, de repoussoir. Si vous avez en face des arquebusiers montés, si vous avez en face des reiters, en fait de la cavalerie légère, envoyez votre cavalerie légère dessus. N'allez pas gâcher du hussard ailé, parce qu'en fait il va se retrouver souvent seul face à 2-3 unités, alors que vous avez ces unités légères, en plus qui sont très bien, parce qu'elles ont Bow, Light, Extend Arc of Fire, and Frenzy. C'est-à-dire que Frenzy, si elles gagnent le combat, elles vont retaper. Donc vraiment, pour moi, c'est nos unités légères dans la liste polonaise sont vraiment très très bonnes pour aller taper les unités moyennes ou légères adverses. Il n'y a pas de souci, envoyez-les. Et gardez plutôt vos hussards ailés et vos Upancharna, soit contre les piétons pour les Pancharna, soit contre la cavalerie lourde adverse, hussards, puisqu'elles ont des avantages contre elles. Voilà, à peu près le ressentiment que j'ai pour cette cavalerie légère. Mais il en faut parce que ça va vous permettre d'avoir comme ça des régiments en fait de cavalerie pour pas cher et qui vont vraiment occuper l'espace. Voilà un peu on va dire le panel de troupes que l'on peut avoir. Je l'ai dit, une batterie d'artillerie classique, moyenne, légère, moyenne, lourde, et enfin un régiment de dragons. Bon, moi je suis pas fanat du régiment de dragons pour les Polonais parce que je pense qu'on a les Yadouk qui font ça très très bien et que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose en plus. Quant à l'artillerie, vous avez les classiques. Les Polonais ont toutes les options qu'ont les autres nations, c'est-à-dire vétérans, large batterie et vétérans large batterie, les vétérans large batterie. Ils n'ont pas large batterie pour la heavy cavalry, qui est là uniquement pour les Russes et ceux du supplément, du premier supplément, donc les armées occidentales. Voilà un peu pour le panel des armées qu'on peut, la liste que l'on peut retrouver chez les Polonais. Maintenant, on va passer à la liste que moi j'aligne souvent dans mes parties face aux Suédois ou face à d'autres armées. Voilà, la liste que j'ai réussi à monter avec quelques parties. Allez, on se retrouve très vite pour la partie liste d'armées. On se retrouve donc avec la liste d'armées. Cette fois-ci, on va un peu aller dans le dur de la stratégie, de la tactique, etc. Et comme ça me permettra d'un peu plus se développer comment je vois chacune des unités et en particulier comment en fait elles, toutes ensemble, elles fonctionnent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà,
on va dire, l'un des cœurs de la règle, c'est le commandement et les généraux. Personnellement, en commandant général, je prends un rang 3 avec cartographeur, drill et provoqueur. Alors, soit je prends provoqueur, soit je prends le bonus d'initiative. Le drill, pourquoi je prends le drill? Parce que le drill va vous permettre d'avoir un +1 au shoot. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on va mettre le général en chef avec l'artillerie. Et ce qui permet aussi de passer l'artillerie avec un dé de plus. Et au lieu de le lancer, par exemple, lorsque vous avez une artillerie moyenne, au lieu de lancer 2 dés, vous allez en lancer 3. On reviendra pourquoi c'est important d'avoir plus de dés avec votre artillerie. Si vous prenez une large batterie, etc. etc. Bon. Pourquoi cartographeur? Parce que cartographeur, ça permet en fait d'avoir un bonus lors du placement des terrains. Vous savez, on lance un dé et ça nous permet de savoir combien de points on dispose pour le placement des terrains, en sachant qu'à Tiercios, le placement des terrains est assez libre, que ce soit par la taille de vos terrains ou par là où vous voulez le placer. Ça permet en fait soit de retirer, soit d'ajouter à votre dé un bonus de +1. Et ainsi, ou d'enlever à l'adversaire, et ainsi vous allez pouvoir parfois limiter l'adversaire dans son placement de terrain, soit vous avantagez. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée polonaise, elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de pouvoir en fait flanquer l'adversaire, commencer à le tourner. En général, là où l'adversaire, lui, est peu mobile et va devoir mettre du temps avec tous ces pike and shot pour réagir. Pour autant, vous avez aussi des unités qui vont pouvoir aller dans les terrains, les cavaleries légères et les Yaduk. Donc vous n'êtes pas non plus sans rien si jamais on vous met une forêt par exemple, ou si on vous met un marais, ou si on met des broussailles. Vous avez ou une ville, vous avez du répondant. Pour autant, en général, avec une armée de cavalerie, il va falloir essayer un peu d'aérer le terrain. Donc voilà pourquoi moi je prends le cartographeur, soit pour pénaliser l'adversaire et lui enlever de la possibilité de placer des terrains, soit moi, si je veux placer des terrains parce que j'ai pas assez de dés, voilà, ça dépend. Mais c'est plutôt pour enlever à l'adversaire. On va passer donc au régiment de cavalerie, avec le premier, un rang 2. De manière générale, vous avez élan qui est gratuit, donc qui va vous donner un bonus pour pouvoir accélérer en fait votre vitesse. Donc moi je mets avec donc mon régiment de 2 Ushalka, je mets dextérité et terrible, ce qui permet de en fait donner un bonus en mêlée et donc et terrible aussi qui permet là aussi d'avoir un bonus lorsqu'on attaque. Donc pour moi c'est vraiment vraiment pour aller taper la cavalerie adverse. Et voilà, donc ça c'est les Ushalka. Ensuite j'ai un deuxième commandeur de rang 2, là qui a infatigable, qui permet de transférer les blessures à une unité à 6 du même régiment, en sachant que là c'est des régiments de Pancherny. Donc ça va être 3 Pancherny, en général j'en mets un gros autobus, et un qui est derrière et qui va prendre les pertes de l'autobus, et pour que toujours l'autobus puisse en fait aller taper très fort les régiments d'infanterie adverses. Mais voilà, les Ushalka vont être là pour en fait taper la cavalerie, les Pancherny sont là pour taper l'infanterie. Voilà, donc bon, ça marche parfois, mais parfois ça marche pas. On verra pourquoi ça doit marcher. Troisième commandeur, c'est les Yaduk, qui là vont avoir un Trikes et Drill. Drill, ça permet d'avoir un +1 toujours en tir, et Trickless, ça va permettre d'avoir un +1 soit au combat, soit au tir lorsque vous êtes dans un terrain accidenté. Donc là, je l'ai dit, les forêts, tout ça, les terrains accidentés en général, ça va être un peu le terrain favori des Yaduk, donc n'hésitez pas à les envoyer, et là vous allez pouvoir vraiment tenir ce terrain sans souci face aux unités adverses, et pouvoir un peu commencer à impacter les unités adverses au tir. 2 régiments de suite de cavalerie légère, un avec un général qui a drill et swift,
et l'autre qui a Loyalty et Imperturbable. Le but de ces régiments, en fait, hein, c'est d'améliorer le courage des unités pour les faire tenir. Hein. Ces cavaleries légères, hein, au final j'en ai 4, vont être là pour vraiment faire des écrans, mettre un peu de tir, mais faire surtout des écrans. Hein. Éviter de se faire tourner ou vraiment monopoliser un flanc pendant que j'envoie le gros de mes forces sur l'autre flanc. On finit avec un commandeur de niveau 2 qui là va tenir les mercenaires avec light mousquet, light. Donc j'ai un pike and shot et un bataillon de mousquetaires qui sont tous les deux mercenaires avec un général qui a Zell et Wealthy. L'idée en fait c'est Zell ça offre un plus en stamina, donc le général je le mets souvent avec le groupe de pike and shot, donc ça va encore plus les faire tanky. Et là je les avais mis large et mercenaire, donc ils tiraient moins, mais j'avais en gros stamina, donc avec le large les mecs passaient à stamina 5 et avec le général Wealthy ils passaient à stamina 6. Donc vous voyez déjà, pas falloir aller chercher les types. Et donc ils ont mercenaires, mais avec Wealthy, les unités de mercenaires peuvent faire un break check. Normalement, les unités de mercenaires, lorsqu'elles prennent trop de pertes, elles vont quitter la bataille. Là, grâce à ce général-là, hop, pas de souci, elles peuvent faire le break check. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant. Ce corps-là hein, de mercenaires, je le mets souvent à la jonction entre les cavaleries légères, ces mercenaires-là, et là où je veux taper. C'est vraiment eux qui vont subir parfois le plus de pertes, parce qu'en fait, ils vont devoir quasiment tenir toute une partie de l'armée adverse. Alors parfois ça marche pas, mais en général, je sais que je vais les perdre. Donc c'est vraiment, eux, ils sont là pour attendre, quoi. Attendre et ramasser, pendant que les autres font le taf. C'est des mercenaires, je les ai payés pour ça. Et enfin, on finit avec une médium cavalerie que moi je prends en large, ce qui me permet donc d'avoir un tir de 2. Et en général, je y adjoins le général en chef qui me permet de monter à un tir à 3. Pourquoi monter à un tir à 3, donc un shoot à 3 ? Parce que l'armée polonaise ne peut pas, hein, comme dans les films, charger l'infanterie et faire des trous toute seule. Non, l'armée polonaise va devoir aller chercher le désorganisé. Hein, lorsque vous tirez sur une unité et qu'elle n'arrive pas à sauvegarder les feux que vous lui avez fait, elle passe en désorganisé. Alors au lieu d'aller taper de manière régulière comme ça, comme un forcené, les troupes adverses pour finalement réussir à les faire partir, à les détruire, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça en fait, parce que votre cavalerie d'impact coûte extrêmement cher, que ce soit les Panchalin ou les Uszalka. Donc il faut garder ces unités-là, et avec votre artillerie, aligner les feux. Pendant 1, 2, 3 tours, il faut papam, taper sur des unités adverses pour en fait forcer l'adversaire à modifier ses plans. C'est-à-dire déjà à plus vous tirer dessus, parce qu'il va être obligé de se rallier, et vraiment ça va l'impacter en fait. Et donc si vous commencez à désorganiser 1, 2, 3 troupes, et ben lui il va être obligé déjà de modifier ses plans. S'il doit avancer, ben il va pas pouvoir avancer. Vous allez pouvoir peut-être mieux encore vous positionner sur les flancs ou quoi. Et puis donc dès que vous êtes dès que lui va être désorganisé, ben même sur une charge, vous vous mettez en position, et dès qu'il y en a un qui est désorganisé, bam, charge quoi. Donc en général, premier tour, vous alignez avec l'artillerie, et là hop, vous allez taper sur des pike and shot qui a été affaibli, et avec votre écran de cavalerie légère. Donc vous voyez, l'armée polonaise, c'est pas une armée qui va dans les premiers tours charger comme des benets. C'est pas ça du tout. Au contraire, il va falloir prendre le temps, aller chercher la perte, et en général, ceux qui vont aller pouvoir vous mettre les pertes comme ça au tir et un peu affaiblir les adversaires et surtout leur donner des désordonnés, c'est l'artillerie et c'est les Yaduk. Ne comptez pas sur la cavalerie légère, parce que la cavalerie légère, certes, elle a 2 tirs, mais elle tiendra pas. Elle a qu'une stamina de 3. Elle a qu'une stamina, elle a une stamina de 2. Donc autant vous dire qu'elle va pas pouvoir tenir longtemps face à des Suédois qui envoient 5D, hein, voilà, clairement. Donc il va plutôt falloir y aller à l'artillerie, franco, et ensuite envoyer vos cavaleries. C'est comme ça que moi j'ai conçu cette armée, c'est-à-dire à la fois des unités qui vont faire écran, qui vont un peu subir pendant qu'au bout d'un moment on va devoir taper l'adversaire.
en général, l'adversaire qui joue face à du polonais, il va pas mettre sa cavalerie en avant. Pourquoi? S'il le fait, très bien, vous tapez sa cavalerie et vous allez revenir après sur les flancs et là, la partie sera jouée. Vous êtes meilleur que sa cavalerie en général. Il n'y a pas de meilleure cavalerie que vous en fait dans le jeu. Donc de manière générale, l'adversaire va cacher sa cavalerie. Les premières parties, on la met, on fait regarde la cavalerie, c'est cool. Puis quand le mec s'est fait défoncer sa cavalerie et s'est fait prendre de flanc tous ses tertios, il fait bon, la cavalerie, je la mets derrière. Voilà. Et face à du polonais, en général, la cavalerie elle va être un peu en pompier de service et va plutôt shifter pour éviter que le polonais prenne un avantage sur un des flancs. Parce que vraiment, il peut pas tenir. Donc, soit l'adversaire a mis sa cavalerie, et dans ce cas-là, vous allez directement sur sa cavalerie, vous lui faites tomber sa cavalerie, et par la suite, vous rabattez tout sur ses flancs. Soit si c'est pas le cas, ben là, c'est pas compliqué. Vous vous mettez à portée de charge, et papam, vous alignez au tir, Lui, en fait, votre artillerie lourde ou artillerie moyenne tire plus loin que ses pike headshot, donc il va être obligé d'avancer. Et donc, s'il avance, tant mieux, il se rapproche, vous reculez un peu votre cavalerie, mais le but, ça va toujours être d'attendre, de provoquer avec des unités, soit même d'utiliser, par exemple, je le mets parfois sur le général, vous pouvez le mettre sur le général ou un général classique, provoqueur, pour en fait obliger l'adversaire à vous charger, à vous. Mais voilà, il va falloir plutôt essayer de briser petit à petit par des petites astuces que y aller comme un taré, ça ne passera pas. C'est que dans les films où on les voit charger et tout se passe bien. Voilà, donc pour l'armée polonaise, celle-là c'était une liste en 1500 points. Donc il y a le format qui est obligatoire, c'est-à-dire la moitié de régiment d'infanterie, de cavalerie. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4 et j'ai 2 régiments de piétons, un battle group de Yadouk et un de bataillon avec des mercenaires. Voilà, donc c'était la liste. J'espère que, je sais pas, si vous avez n'hésitez pas à me dire en commentaire sur la vidéo ou sur le blog quelles sont les listes que vous avez montées avec les Polonais, comment vous voyez un peu la liste d'armées, est-ce que vous la voyez un peu comme moi, est-ce que vous voyez un peu aussi la stratégie de l'armée polonaise comme moi, après plusieurs parties, j'ai réussi à me faire à cette idée-là. Ça va pas mal marcher, parfois ça marche pas. Ça dépendra aussi surtout de votre scénario. Les scénarios, en général, les scénarios de nous avec Laurent et Stéphane, on fait pas les scénarios de défense de château parce qu'on trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'évidemment, si vous jouez sur la longueur ou sur la largeur la largeur de la table, les parties seront plus ou moins faciles pour les Polonais parce qu'ils auront plus ou moins d'espace pour manœuvrer. Voilà. Donc on passe maintenant à la partie un peu historique où on va s'intéresser à la bataille de Kirchlov. But also to defend your faith and your traditions. You are defending your wives and children. Parece ser que en esta guerra que me hace el rey de Francia todos lo tienen por ganador. Your mothers. El rey Your mothers and es fathers. pusilánime e inexperto, pues nunca ha entrado en batalla. On se retrouve pour la partie historique. On va s'intéresser à la bataille de Kirchlom et qui a eu lieu pendant les guerres polono-suédoises, c'est la guerre polono-suédoise de 1600 à 1611. Et la bataille, là, c'est sa bataille qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bataille du 27 septembre 1605. Alors, elle a vu finalement la bataille se décider en à peu près 20 minutes par la charge dévastatrice de la cavalerie polono-lituanienne, les hussards ailés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'armée de Johann Karol Szkodewicz, grand hetman de Lituanie, en fait, c'était le grand chef de l'armée lituanienne, était en infériorité numérique. 3600 hommes, 1000 fantassins, 2600 cavaliers face à 10 000 Suédois, 2500 cavaliers et 8368 piétons. Alors, comment s'est passée en fait la bataille ? Les forces suédoises ont été déployées en damier, avaient constitué de régiments d'infanterie formés par 7 ou 8 blocs.
Les flancs étaient couverts par l'infanterie suédoise et allemande et les canons étaient placés devant la cavalerie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cavalerie suédoise était plutôt une cavalerie légère, assez peu aguerrie au choc, face aux Polonais qui, eux, avaient déployé les forces de manière plus traditionnelle, avec l'aile gauche plus puissante et dirigée par Tomasz Dobraw, tandis que la droite était composée d'un nombre réduit de hussards. Le gros avec une réserve de 300 hussards gardés à l'arrière, et l'infanterie polonaise et lituanienne au centre, avec surtout des Yaduk. Donc on a donc cette armée avec un centre de piétons et les hussards sur les ailes. Et ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs heures, les Polonais, Chodkiewicz va tenter avec sa cavalerie légère de faire sortir les Suédois de la butte sur laquelle il s'était mis, pour en fait les forcer à sortir de là. Donc là, on a une tactique un peu d'harcèlement assez classique pour des unités et des armées d'Europe de l'Est, et qui vont en fait essayer de faire sortir comme ça les Suédois. Et en fait, la cavalerie suédoise va réagir, va sortir de la ligne de bataille. Face à cette sortie et un peu cette désorganisation qu'entraîne la sortie de la cavalerie suédoise, qui est suivie par l'infanterie, la cavalerie polo-lituanienne va attaquer le flanc droit suédois. Donc en fait la gauche polonaise, on l'a vu, c'est celle qui était la plus puissante. Donc 1000 hussards vont aller briser les reiters suédois. Et donc on a le classique, en gros, on va taper sur la cavalerie adverse, brisant cette cavalerie, puis ensuite on va commencer à les perturber et à les taper sur les lignes d'infanterie qui là en fait sont prises de flanc. Au même moment, à la gauche suédoise, donc à la droite des Polonais, les 600 hussards sont allés aussi taper la cavalerie, commençaient à aller charger la droite suédoise. Face à ça, le roi Charles a envoyé ses cavaliers, mais en retour, le général polonais Chodkiewicz a lui aussi envoyé ses réserves. Donc on avait les deux ailes maintenant avec les deux cavaleries qui s'opposaient. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la cavalerie suédoise a été mise en déroute, que ce soit à la gauche ou à sa droite. Donc les deux flancs ont été détruits par la cavalerie polonaise. Et par la suite, la cavalerie polonaise s'est refermée sur les piquiers et les mousquetaires suédois, et ce qui n'a laissé aucune chance évidemment à l'infanterie, puisque maintenant elle a été complètement isolée. Voilà, là on retombe un peu sur la phalange qui, quand elle est prise de l'arrière et sur le flanc, et ne peut plus rien faire. En général, il y a eu très peu de pertes du côté polonais. On compte uniquement 100 tués et 200 blessés, alors que du côté suédois, on compte entre 7000 et 8000 morts capturés ou dispersés. Donc, on le voit, cette bataille, en fait, c'est une bataille assez classique, c'est-à-dire en infériorité numérique, et c'est ce que vous allez voir, en fait, quand vous allez jouer polonais, vous allez être en infériorité numérique, et il va falloir que vous alliez, comme ça, harasser l'ennemi et l'obliger à sortir et aller taper ces cavaliers pour vous offrir la possibilité par la suite de vous rabattre sur l'infanterie. Voilà, donc c'était un peu le petit point historique. Après la défaite, le roi de Suède fut contraint d'abandonner le siège de Riga et de se replier sur la mer Baltique et de rentrer en Suède. Par la suite, en fait, le Commonwealth a été tout de même incapable d'exploiter pleinement la victoire, car il n'avait pas assez d'argent pour les troupes. Et donc la campagne s'est arrêtée par la suite. Une trêve fut finalement signée en 1611, mais là, par la suite la guerre éclata de nouveau en 1617. On est dans une période où la Suède tente d'augmenter et d'acquérir de plus en plus de pouvoir sur la partie un peu baltique et le nord de l'Europe. Et évidemment, elle se voit confrontée régulièrement aux Polonais qui occupent cette zone avec les Lituaniens. Voilà, donc c'était le petit focus sur la bataille de Kirchlom. Il y a eu d'autres batailles évidemment qui ont émaillé les relations polono-suédoises durant ce XVIIe siècle. Mais voilà, un peu j'ai fait le focus évidemment sur une bataille que les
polonais avait gagné, et en plus avec un style de jeu qui s'apparente peut-être un peu à ce que vous allez pouvoir retrouver si vous prenez la tête d'armée polonaise à Tercios. Voilà, donc c'était ce premier podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré. J'essaye un peu d'avoir un peu côté tactique, stratégique dans le jeu, et d'avoir un petit côté historique à la fin. Je trouve que c'est sympa. Voilà, la prochaine fois on verra de quoi on va parler, mais je pense qu'on ira plutôt causer avec nos amis suédois. Voilà, allez, à bientôt, ciao.